Chers amis, bonjour. Alors je suis attifée un peu bizarrement, c'est parce que je suis encore en pyjama en fait. Mais je dois partir et donc le temps que ça upload, donc voilà, techniquement, je peux pas faire autrement. Je suis désolée, hein, ça fait pas très pro, mais c'est pas grave, j'assume. J'ai deux mots à vous dire, en fait, comment dire, je suis très souriante ce matin, parce que il se trouve que j'ai regardé hier soir Envoyé spécial consacré à Arnaud Montebourg. Et je dois dire que je suis un peu sur le cul, quoi. Vraiment. Alors, le bon côté des choses, quand même, hein, ce qu'il faut quand même bien voir, c'est que, visiblement, en tant qu'avocat, il a une bonne notion de ce qu'est le bien et le mal. Déjà, si vous voulez, à la base, je dirais que l'essentiel est, l'essentiel est présent. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ensuite, bon, je vois qu'on n'évoque aucune famille, aucune compagne, épouse, petite amie, chose que je peux parfaitement comprendre. Hein. Ça peut être un choix purement, comment dire, purement stratégique. Hein. Je comprends très bien que des hommes publics choisissent de ne pas parler de leur famille, d'autant plus que après on peut être taxé de, comment dire, d'utiliser sa famille à des fins politiques ou promotionnelles, donc je comprends très très bien. Mais personnellement, quand je vois le portrait du mec, enfin c'est pas le portrait que je vois, ça n'est pas le portrait parce que le portrait justement il était très authentique, c'est-à-dire que l'émission le montre tel qu'il est vraiment, et je pense simplement que c'est un mec qui va finir seul. Je pense, hein. Enfin, ça doit beaucoup passer, hein, je pense, les nanas, parce qu'évidemment, avec un tel narcissisme et un tel égocentrisme, j'ai du mal à l'imaginer au bout d'une table en train d'éplucher les patates, hein, ou de descendre les poubelles. Excusez-moi. Ce qui est incroyable, en fait, c'est que on pourrait croire que c'est une caricature, et en fait, pas du tout. C'est ça le pire. Bon, jolie petite maison, hein. Mais en fait, là où je suis absolument morte de rire, c'est que bon, tout le monde sait à quel point je suis attachée au milieu des jardins. Hein. C'est vraiment pour moi quelque chose de juste fondamental. Et si j'en parle pas plus, c'est tout simplement parce que je peux pas le vivre moi tel que j'ai l'intention de le vivre. Donc c'est pour ça que j'en parle pas. Mais alors là, franchement, c'est au-delà de mes espérances. Je vous explique. Je vous explique. Alors donc il parle de son jardin et il montre un parterre avec des pivoines. Voilà. Alors la pivoine comment dire, la pivoine est à la fleur exactement le contraire de ce qu'est la petite pâquerette dans un gazon, quoi. Hein, c'est-à-dire une plante quand même, comment dire, au niveau de la symbolique, je parle. Hein, je n'ai rien contre les pivoines, mais au niveau de la symbolique, c'est quand même par définition quelque chose de criant, quoi. Pas nécessairement de criant visuellement, mais oui, quand même. C'est-à-dire que on dit quand même rouge comme une pivoine, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est exactement le contraire de la petite pâquerette ou de la petite fleur de mouron orange qu'on va voir que si on est attentif, quoi. Voilà. Et alors, donc il est extrêmement attaché à ses pivoines. Voilà, ça c'est une chose. Mais là où ça devient absolument passionnant, c'est que moi je sais des choses sur les pivoines que d'autres ne savent pas. La pivoine est une plante qui demande longtemps à s'installer. C'est-à-dire que quand vous installez une souche de pivoine, ça demande bien facilement, quelquefois, 3 ou 4 ans pour qu'elle commence à fleurir quand elle veut bien fleurir. Parce que c'est une plante assez capricieuse. Même les pivoines les plus ordinaires sont des plantes assez capricieuses. Bon. Mais, sa particularité à la pivoine, c'est que c'est indestructible. Quasiment. Enfin non, c'est pas quasiment, c'est vraiment indestructible. C'est-à-dire que un endroit, par exemple, où s'il y a 100 ans ou 150 ans, quelqu'un a planté une pivoine, eh bien la pivoine est indestructible après, quasiment. Parce qu'elle a un système de racines d'une profondeur incroyable. Par exemple, imaginez quelqu'un qui serait assez stupide pour mettre du désherbant sur une touffe de pivoine,
il l'aura pas, quoi. Elle va mettre 6 mois, 1 an, 2, 3 ans à ressortir, s'il a mis vraiment la dose, mais il la tuerait pas, hein, ça c'est clair. Hein. Alors évidemment, elle va ressortir, elle va peut-être plus fleurir, mais les feuilles seront là, quoi. Et d'ailleurs, ça arrive souvent dans les jardins abandonnés, qu'on voit des touffes, des espèces de feuilles grenats très sombres, et on dit merde, qu'est-ce que c'est que ce truc et tout, puis on dit ah bah oui, c'est une touffe de pivoine. Bon, en général, il faut la ressortir. Moi, ça m'est arrivé de récupérer dans le vieux jardin de la maman d'une copine, par exemple, une souche de pivoine. On a eu du mal à deux à la mettre dans le cul de la voiture, quoi, parce qu'elle faisait environ 1 mètre cube. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça c'est alors là où ça devient extrêmement passionnant, c'est que il arrive quelquefois qu'on achète des pivoines et qu'elles refusent de fleurir. Bon, au bout de quelques années, malgré tout, elles refusent de fleurir. Alors pourquoi? Vous allez voir, c'est là que ça devient franchement amusant au sujet de Montebourg. C'est que le collet de la plante doit ressortir de terre, c'est-à-dire être au-dessus du niveau du sol. Il faut un bon centimètre au-dessus du niveau du sol. Et le fait que la plante souffre, vous voyez ce que je veux dire? Le fait que la fleur souffre, que la plante souffre, va générer le processus de floraison. Parce que quand une fleur refuse de fleurir, en fait, souvent c'est parce qu'elle est trop bien nourrie. Et c'est le fait de la faire souffrir qui va générer le processus de reproduction de la plante, et donc la floraison, et donc ensuite la graine. Voilà. Donc, quand je vois que M. Montebourg, et je n'ai pas dit de Montebourg, quand je vois que M. Montebourg donc parle de ses racines partiellement algériennes, je n'ai rien contre, bien au contraire, mais ça croise de façon extrêmement interpellante un article que j'ai écrit il y a quelque temps au sujet des immigrés, justement, qui les générations d'après éprouvaient le besoin comment dire, d'une certaine façon de venger leurs racines d'immigrés. C'est-à-dire que quand les immigrés arrivent en France, et ça a toujours été comme ça n'importe où dans le monde, en général ils font toujours les boulots les plus dégueulasses, les plus dévalorisants, les plus... voilà quoi. Et donc, bien évidemment, ce qui est parfaitement légitime, les enfants, petits-enfants, etc., consciemment ou inconsciemment, ont à cœur d'avoir accès à des statuts sociaux qui soient meilleurs que leurs parents. Voilà. Alors en ce sens, Montebourg est un exemple parfait. Alors pourquoi ça me fait rigoler? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Montebourg, donc, est avocat à la base. Alors bon, je vois qu'il est très soucieux, il était très soucieux avec M. Juppé des problèmes de logement et tout, c'est très très bien. Très très bien. Ouais, je pense que c'est un bon avocat, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais alors, ce qui m'amuse énormément, c'est d'observer la relation qui existe entre le métier d'avocat et le métier d'homme politique. Et là, c'est moi qui vous dis que vous pouvez lorgner ça à la loupe, parce que franchement, c'est à mourir de rire. Sarkozy était un ancien avocat, hein. Bon. Après, je sais pas, il s'est un petit peu perdu. Il s'est un petit peu perdu. Alors, pour information, Thomas Hollande, le fils de François Hollande, est avocat lui aussi. Et alors, il se trouve qu'il y a, je sais pas, peut-être 2 ans, 3 ans, je sais plus exactement, j'ai été approché, moi, non pas par Thomas Hollande lui-même, mais évidemment par personne interposée, mais j'ai été interrogé j'ai été questionné, justement, là-dessus. Parce que je crois qu'il ambitionnait d'épouser une carrière politique, éventuellement. Éventuellement, il se posait la question, quoi. Donc je sais pas du tout où il en est maintenant, hein, mais on n'en entend pas parler, donc je pense qu'il est resté du côté des avocats. Et pour savoir ce que j'en pensais. Et donc moi je lui ai dit, parce qu'évidemment je pensais à Sarkozy, et puis bon, je pense qu'il n'est pas le seul, il y en a d'autres, hein, c'est malheureusement assez courant, les avocats qui veulent jouer aux politiques. Hein. Et donc, j'ai expliqué, moi, que tout simplement, ce qui était important, c'était de savoir ce qu'on voulait faire de sa vie, quoi. Alors, quoi faire? Qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie? Est-ce qu'on cherche à défendre des valeurs auxquelles on croit?
ou est-ce qu'on court après autre chose? Maintenant, je ne sais pas après quoi il courait, je ne sais pas après quoi Arnaud Montebourg... Ah si, Arnaud Montebourg, oui, je sais après quoi il court, et il a envie d'être président de la République, Arnaud Montebourg. Voilà, comme quoi, voilà. Et donc, moi j'ai expliqué que pour parvenir à toucher les objectifs qu'il se fixait, Thomas Hollande, peut-être que le métier d'avocat était beaucoup plus efficace que de faire de la politique. Maintenant, je ne le connais pas plus que ça, hein, donc je ne peux pas me mouiller plus que ça, mais moi j'ai du mal à comprendre comment, quand on est avocat, on peut avoir envie de faire de la politique. Dans quel but, quoi? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Parce que si on a à cœur, en tant qu'avocat, à la base, quand même, le métier d'avocat, ça consiste à défendre des gens qui sont attaqués. Qu'est-ce qu'il y a de plus noble que de défendre quelqu'un qui est attaqué? Franchement. Qu'est-ce qu'il y a de plus noble? Alors après, il peut avoir des idéologies bien particulières, et il se dit, par la politique, je vais mieux y arriver. La vérité, moi je vais vous dire, c'est que quand un avocat se met à se piquer de politique, la véritable raison pour laquelle il se pique de politique, c'est parce qu'il prend de l'assurance quand il est au barreau, il a un baratin d'enfer, une grande gueule quoi, hein, il a une grande gueule, et comme il a une grande gueule, il se dit, je vais en profiter pour me mettre moi en avant et satisfaire mon égocentrisme. C'est ça en fait. Alors, je ne critique pas ça, mais dans ce cas-là, qu'il fasse du one-man show, et qu'il soit carrément dans le milieu du spectacle. Ça sera beaucoup plus simple, et beaucoup plus honnête, intellectuellement, vis-à-vis des Français. Parce que c'est ça le problème. Si ça le fait bander quand il est en train de faire son discours, mais il n'y a pas de souci, hein. Moi j'ai rien contre ça. Moi aussi je prends mon pied en sortant des conneries devant les vidéos. Seulement moi, jusqu'à preuve du contraire, je fais pas de politique, hein. Je vous signale. Oui, j'en fais, mais j'en fais de façon bénévole. Donc c'est pas pour remplir mes poches déjà. Hein. Moi, je sais pourquoi moi je fais de la politique. Je fais pas de la politique pour me mettre en avant moi. Je fais de la politique pour défendre mes valeurs, moi. Et je n'ai aucune formation pour ça. Voilà. Alors, ça, ce serait rien si ça n'était que ça. Mais attendez, la cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau. Alors retournez voir l'émission parce que franchement c'est collector. Hein. C'est collector. Il a dit textuellement, ce qui est ennuyeux quand on fait de la politique, c'est d'avoir des convictions. Parce que si vous avez des convictions, vous comprenez, on ne peut pas en changer. Non mais, vous avez bien entendu. Je vous jure que je ne vous mens pas, il dit ça textuellement. Alors ça, franchement, là j'étais sur le cul, franchement. Je me suis dit, alors là, franchement... Parce que c'est ça le problème aujourd'hui. Pour quelle raison les gens n'ont plus confiance aux politiques? C'est que la raison première pour laquelle on fait de la politique, c'est qu'on a des convictions et que ces convictions, on cherche à les défendre. Et en voulant défendre ses convictions, parce qu'on peut très bien défendre ses convictions de façon différente. Moi, j'écris sur un blog, j'écris sur un forum, voilà, j'ai certaines activités sur Internet. Vous pouvez très bien, n'importe qui, une femme au foyer, quelqu'un qui est au chômage, n'importe qui a Internet aujourd'hui, a la possibilité d'ouvrir un blog, de défendre ses idées, d'aller voir un spectacle, d'écrire un article sur une pièce de théâtre qu'il a vue, voilà, il peut militer dans un parti politique, il peut militer au sein d'associations, il peut défendre ses idées. Tout le monde a le droit, on est en démocratie. Alors, effectivement, on peut être tenté par le fait de percer en politique, parce que c'est par les lois, effectivement, qu'on fait avancer une société. Je suis parfaitement d'accord. Mais là où c'est extrêmement grave, c'est de réaliser que certains font de la politique, mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que ça n'est pas le fait d'avoir des convictions politiques à défendre qui justifie le fait qu'ils entrent en politique, mais ils entrent en politique d'abord, et ensuite ils se demandent qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir défendre comme idéologie. Attendez. Et c'est pas étonnant que les Français décrochent, hein, franchement, hein, quand on entend des pareilles conneries. Hein. Franchement, c'est pas étonnant. Hein. Enfin, moi j'étais sur le cul, hein, vraiment. Hein. Alors, notamment, il y a un truc, alors ils ont montré évidemment des images de Florange. Alors il faut savoir que sur le dossier de Florange, moi j'avais travaillé pas mal.
J'avais imaginé par exemple moi je m'étais surtout penché sur la façon d'essayer de redynamiser la région. Voilà, en exploitant comment dire, toute la sidérurgie, c'est-à-dire par exemple organiser des expositions ou le fer forgé, tout ça, enfin différentes pistes comme ça qui étaient d'ordre effectivement culturel, hein, culturel et pictural, exposition, etc. Entre autres, moi je peux pas me battre avec comment dire, des moyens que je ne connais pas. Hein, voilà. Mais moi, il y a un truc que alors, je ne me contente pas de ça, parce que, évidemment, sur le côté économique et tout, moi, j'ai essayé d'extrapoler, parce que c'est une boîte, Florange, c'est une boîte qui est gérée, c'est une multinationale qui vient d'Inde, et le problème aujourd'hui étant que les multinationales, parce qu'elles ont un pied un peu partout dans le monde, sont des énormes pieuvres opportunistes, quoi qu'on en dise, hein. J'avais utilisé cette image-là, ça n'avait pas plu à une époque, mais c'est quand même la vérité. Et tout simplement, ils ouvrent et ils ferment les sites comme bon leur semble, selon que tel pays est permissif ou pas, selon que tel pays est permissif ou pas, voilà. Alors ça, il y a justement une loi qui est en train de sortir, qui va sortir début septembre, donc d'ici quelques jours. Enfin, je sais plus exactement comment ça marche avec le système d'écocide, le crime d'écocide et tout ça. Donc voilà, ces multinationales, on va bien arriver à les comment dire, au niveau mondial, il faut qu'on parvienne à ce que ce soit impossible pour ces multinationales de jouer une politique opportuniste comme ça. Pour quelle raison Montebourg, bordel de merde, n'a pas usé de cet argument? Pour quelle raison ne l'a-t-il pas fait? Moi je veux savoir. Moi je veux savoir. C'est bien gentil de dire ah bah oui, il pleurniche en disant bah oui, le gouvernement m'a pas suivi. Mais le gouvernement, le problème c'est que le gouvernement ne peut pas agir seul sur une multinationale. Ça n'est pas possible. Et c'est valable pour toutes les multinationales. Voilà. Pour quelle raison n'a-t-il pas mis en avant le fait que le pouvoir d'achat des gens qui sont sur place justement, qui ont été licenciés, il explique même pas, par exemple, il aurait très bien pu, lors de son discours, expliquer que la boîte a choisi de s'orienter plus vers d'autres pays parce que justement dans ce pays-là, le droit social était inférieur et tout. Le côté social, Montebourg, y a rien quoi, y a rien. Voilà. Moi, je suis sur le cul, quoi. Alors, ensuite, acheter français. Ok, oui, il n'y a pas de souci. Acheter français, je suis tout à fait d'accord avec lui. De toute façon, c'est pour ça, moi, personnellement, que je l'ai toujours soutenu depuis le début. Hein. Acheter français, moi, je trouve qu'il y allait quand même. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais pourquoi? Pourquoi acheter français? Ils sont où les arguments? On n'achète pas français uniquement pour acheter français. On achète français parce que, premièrement, il y a un savoir-faire qui est quand même qui fait la réputation, je suis désolé. Deuxièmement, au niveau des normes sanitaires, des normes techniques, etc., ça tient la route beaucoup plus que dans d'autres pays. Ça, c'est deuxièmement. Troisièmement, quand vous achetez un produit qui est fabriqué en France, jusqu'à preuve du contraire, les ouvriers qui l'ont fabriqué, eh bien, ils sont tout simplement mieux respectés que n'importe où dans le monde quasiment. Ça, pour moi, ce sont trois arguments qui sont absolument imparables. Pour quelle raison Arnaud Montebourg, depuis quasiment 2 ans et demi, n'a jamais argué de ces trois arguments-là? Moi, j'aimerais qu'on m'explique. Enfin, voilà. Franchement, j'étais morte de rire, quoi. Bon, sinon... Oui, j'ai vu l'émission ensuite, complément d'enquête, mais étant donné que j'avais travaillé la journée entière sur le harcèlement, les femmes battues et tout, j'étais complètement schlass hier soir, donc je me suis couchée. J'irai revoir l'émission et j'en reparlerai. Oui, je suis aussi à l'origine de la nouvelle... je suis la... comment dire, d'une certaine façon, la directrice artistique des produits de la nouvelle collection... je sais même plus quoi. Enfin bref, je suis l'aspiratrice de plein de trucs qui se marchent super bien à l'exportation. Et ça m'intéresse énormément. Voilà.